Bonjour Maryse, écoute, je suis évidemment très content de t'accueillir une fois de plus dans une des émissions d'Espace Marx. Tu as participé à nos rencontres du mois de décembre il y a 2 ans ou 3 ans maintenant. Et donc tu viens de nous faire partager, je dirais, une contribution en tant que responsable de la commission santé du Parti communiste français national autour de la question qui préoccupe beaucoup de monde aujourd'hui, c'est-à-dire les déserts médicaux. Et donc, tu vas nous faire partager un certain nombre de réflexions justement sur cette situation et peut-être des pistes justement pour faire avancer le problème, sachant que une loi est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et qu'elle est en train de passer au Sénat. Tu nous donneras aussi ton point de vue éventuellement sur ces avancées ou ce qu'il restera à conquérir, évidemment, dans les années qui viennent. Toi, Maryse. Oui, bonjour, bonjour Dominique. Je, je te remercie de m'avoir invité. Oui, alors en fait, les déserts médicaux, les déserts médicaux, c'est tout le monde en parle et c'est aujourd'hui 87% du territoire qui est à peu près concerné, plus de 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant et qui ont des difficultés d'accès à un spécialiste. Donc c'est quand même, à notre époque, on va dire, au XXIe siècle, quand même quelque chose qu'on ne peut pas tolérer, quoi. C'est pas possible avec les avancées technologiques qu'il y a eu en médecine et sur la recherche. Aujourd'hui, on devrait avoir quand même la possibilité de se soigner et même la possibilité d'une politique de prévention à la hauteur de notre époque. Voilà. Alors, cette situation, je veux dire, elle est pas arrivée comme ça, hein. En fait, bon, maintenant, beaucoup de monde le sait, puisque du coup, les déserts médicaux ont fait que la population se renseigne un petit peu sur pourquoi on en est arrivé là. En fait, c'est la volonté, c'était donc en 1971, hein, après les événements de 68, que la volonté a été de réguler en fait l'accès aux études de médecine par un concours qui est très sélectif et à l'issue de la première année. Et en fait, on va dire que, alors en deuxième année de médecine, c'est-à-dire à la fin de la première année, un regard de la population qui avait si on prend la population de 1976 à 2020, donc c'était 5 ans après le numerus clausus, 1976, pour 53 millions de personnes vivent en France. euh, il y avait 8700 en gros médecins formés. Et en 2020, donc 5 ans, et à 2020, avec 65 millions de personnes, on est aujourd'hui 68 millions, je crois à peu près 600, presque 69, euh, il y avait, euh, il n'y avait plus que, on a eu un minimum de 3500 médecins formés en 1993. Donc, je veux dire, je ne sais pas, on ne peut pas s'imaginer que les experts de l'époque ne pouvaient pas anticiper la chose qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une pénurie complète de médecins. euh, voilà, c'était facile à anticiper et à se projeter avec l'augmentation de la population et le vieillissement de la population qui allait entraîner des maladies chroniques avec des suivis quasiment jusqu'à la fin de la vie des patients. Donc, si tu veux, le maintien de ce niveau bas comme ça, ça a été conjugué par deux phénomènes. Le gouvernement qui voyait en fait que si on baissait l'offre de soins, si on baissait le nombre de médecins, on baissait l'offre de soins et du coup on baissait les prélèvements sociaux sur la santé et sur le coût du travail. Donc ça les a, ils se sont projetés là-dessus. Et la médecine libérale, qui, elle, avec le conseil de l'ordre des médecins, du coup, pour eux, il s'agissait de préserver la part du gâteau, hein, voilà, en fait, et limiter la concurrence entre eux.
Voilà, donc il y a eu cette conjugaison de volontés, hein, la volonté gouvernementale qui voyait pour eux la bonne affaire et la médecine libérale qui voulait préserver ses privilèges, enfin si on peut appeler ça le privilège, c'est-à-dire liberté d'installation, liberté euh, du choix, du choix du paiement, hein, puisque après il y a eu la possibilité de dépassement d'honoraires des médecins. Donc voilà, alors moi, ce que je me pose la question, aujourd'hui, il y a les jeunes internes et des médecins par rapport à la loi Garot sur la régulation de l'installation, qui n'est pas quelque chose non plus de révolutionnaire, hein. C'est-à-dire que quand cette loi, elle implique que quand un médecin dans une zone qui est surdotée, mais il n'y en a plus beaucoup, je peux le dire, dans une zone qui est surdotée, les médecins seraient obligés d'attendre le départ d'un confrère pour pouvoir s'installer. Et dans le reste du territoire français, ils pourraient s'installer encore avec une totale liberté. Donc, c'est quand même pas quelque chose de... Mais il y a eu quand même des mouvements de protestation que je n'ai pas, alors peut-être que je ne m'en rappelle plus, ou que je n'ai pas ressenti, qu'il n'y a pas eu, je pense, justement, quand à un moment le numerus clausus a été de 3500 médecins formés. Il n'y a pas eu ces mouvements de protestation du milieu médical, alors que c'était facile à anticiper que ces jeunes, à l'époque, en 93, quand ils arriveraient à la retraite, et donc le moment de leur départ de leur profession, ils auraient de difficultés à trouver des remplaçants et voilà. Donc, bon, déjà, je m'interroge un peu là-dessus. Ensuite, alors, bon, on pense que enfin, on pense, non, les chiffres disent que dans les zones, il y a un écart de 40% sur les généralistes dans les zones, je dirais les régions les mieux dotées, c'est-à-dire par exemple la région PACA, et la région la moins dotée comme la Picardie. Donc il y a 40% d'écart de nombre de généralistes et 30% pareil pour pour les spécialistes. Donc on se, on, là-dessus, on est d'accord que, bon, la régulation, je la comprends, hein, la loi, je comprends l'exaspération de la population qui ne trouve... Moi, je suis encore dans un territoire où si j'appelle mon médecin, il peut me prendre dans la journée ou dans les jours qui suivent. Je n'ai pas ces difficultés-là, mais je peux imaginer que ça doit être quand même terrible dans certaines zones où on ne peut pas avoir accès à un médecin où les urgences de l'hôpital sont fermées temporairement ou, voilà, ou régulées également. Donc, je comprends l'anxiété de ces patients-là et je comprends que, au bout de tout ça, on en arrive à une loi de régulation. Mais le problème, c'est comme je le précise dans mon article, en fait, le problème, c'est on ne voit, on ne pointe ce problème de désert médical que sous l'aspect médecine libérale. Voilà, comme si c'était, et d'ailleurs le gouvernement a bien profité du fait que, a bien laissé, et n'a pas joué son rôle de régulateur en laissant les syndicats des médecins libéraux euh, régler les problèmes de, de partage, enfin de régulation justement des concours d'entrée, du nombre de médecins à former, de régler avec l'assurance maladie le conventionnement et les rémunérations des médecins. Donc là-dessus, le gouvernement s'est totalement désengagé, mais en y voyant évidemment des pistes pour eux bénéfiques, puisque toujours pareil, ils feraient n'importe quoi pour limiter les dépenses de santé
Alors que comme on le sait très bien, c'est un problème de recette qui fait que il y a un déficit, mais en fait, c'est que les recettes ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être pour les dépenses de santé. Comment dire? Donc là, je veux dire, alors on voit toujours sur le prisme de libéral, alors qu'une médecine beaucoup plus sociale existe, une médecine salariée, comme on dit. Donc nous, on est pour les centres de santé, enfin, on est pour un service public de proximité, voilà, des soins ambulatoires qui serait en lien avec l'hôpital du territoire. Et là aussi les médecins, les jeunes médecins, quand il n'y a pas un hôpital à proximité, ils ne désirent pas s'installer parce qu'en fait, pour eux, Ils ont peur de de la situation, c'est clair. Un jeune, voilà. il a besoin d'être sécurisé. Exactement. Au-delà de tout ce qui est voilà, manque de services publics, de l'aménagement du territoire en général. Hein, Mhm. donc voilà. Mais on voit bien que les mesures incitatives qui ont été mises en place ne fonctionnent pas. Hein. Il y a des maisons de santé pluridisciplinaires. Alors, les maisons de santé, par rapport aux centres de santé, la différence, elles sont toutes les deux dans le Code de la santé publique. Hein. Mhm. Mais la différence, c'est que bah, une maison de santé pluridisciplinaire, c'est un regroupement de médecins libéraux qui continue à fonctionner, mais seulement au sein d'une équipe, Mhm. qui est plus rassurant pour eux. Bien sûr. Et donc, alors les communes, ben, c'est un peu chacun, c'est un peu la guéguerre entre certaines communes hein, pour attirer les médecins. C'est à qui mettra le plus d'argent sur la table pour accueillir, pour ouvrir des lieux, offrir des lieux en fait à des médecins qui souhaitent s'installer. Et ça ne marche pas forcément. On voit bien que malgré ça, voilà. Et donc, ce qu'on veut dire, c'est que la, les centres de santé, le salariat attire quand même maintenant beaucoup les jeunes médecins parce que ben, faire 35 heures par semaine, c'est quand même quelque chose aujourd'hui de normal pour tous les salariés, hein. Et les médecins en font partie. Je pense que c'est normal qu'ils veuillent une vie, voilà, une vie à côté de leur, de leur profession. Donc, ils, dans le salariat, ils y trouvent aussi leur compte. Ils n'ont Mhm. plus toutes les tâches administratives à faire elles sont faites par du personnel qui est administratif, qui est là pour régler toutes ces choses-là. Ils n'ont vraiment qu'à s'occuper de leurs patients à part entière. Et ça attire les jeunes. Et en plus d'être dans une équipe pluriprofessionnelle, souvent aussi. Donc, c'est ce modèle-là que nous, Parti communiste, on pense qu'il est le modèle d'avenir. Euh, et toutes les mesures incitatives, on n'est pas forcément pour, parce que enfin, on voit bien que c'est pas comme ça que. Alors les mesures coercitives, ils veulent pas en entendre parler, évidemment, et comme la loi, pour eux, la loi Garot est une mesure coercitive, alors que bon, c'est vrai, comme je t'ai dit au début, c'est pas une loi révolutionnaire non plus, hein. Mhm. Mais ça ne va pas régler les déserts médicaux, hein, ça ne va pas régler les déserts médicaux parce que enfin, on essaie de gérer un peu la pénurie, quoi. C'est ça. C'est tout. Et donc, voilà. Alors, les centres de santé, effectivement, aujourd'hui, ils commencent à se multiplier un petit peu. Euh, Même si, du point de vue des ARS, c'est pas le modèle qui est mis en avant, malheureusement. Et souvent, alors ils peuvent être de différentes sortes, hein. Ils peuvent être départementaux comme en Saône-et-Loire, par exemple. La Saône-et-Loire a un centre de santé départemental avec des antennes dans les différents territoires du département. Et c'est pas forcément mis en place par des gens, des élus de gauche.
souvent, enfin, il y a beaucoup d'élus de droite qui voient aussi dans cette solution une solution d'avenir. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? Après, il y a plein de choses à dire, hein. Après, les mesures, il y a déjà des mesures incitative, incitative. Les médecins, je crois que c'est depuis la loi HPST, hein, la loi Bachelot sous Sarkozy, que les étudiants en médecine peuvent être signer un contrat d'engagement de service public. Mhm. Et en fait, du coup, s'ils signent ce contrat, ils sont rémunérés chaque mois, je ne sais plus à hauteur de combien, à peu près, je crois qu'à l'époque c'était 1500 ou 1400, mais bon, et en fait, ensuite, ils doivent minimum 2 ans d'engagement dans un désert médical. Mhm. Alors, et en fait, cet engagement, alors déjà, il est limité hein, en nombre de places. Mhm. La DGOS, la Direction générale de l'offre de soins, limite le nombre de places pour ces contrats d'engagement et il n'est pas forcément plébiscité Par par les jeunes. par les jeunes, d'autant plus que je trouve que c'est quand même une mesure qui va forcément pointer les jeunes qui sont, les jeunes étudiants en médecine qui nécessitent d'un financement pour leurs études, hein. Mhm. Et ceux qui n'en ont pas besoin, ben, du coup, voilà, tu vois, c'est ce côté-là Continue dans la même logique inégalitaire alors. qui me... Alors, ou c'est obligatoire pour tout le monde, Mhm. Mhm. ou voilà. Et notamment, il y a pas mal de médecins à diplôme hors Union européenne, les PADU, qui s'engagent, qui veulent s'engager là-dedans parce que justement, vu leur statut complètement précaire et leurs conditions de travail, eh Mhm. ben, ils y voient un peu aussi une façon d'améliorer le revenu. Ok. Donc, voilà, c'est pour dire qu'en fait, toutes ces mesures, hein, qu'elles soient contraignantes ou qu'elles soient incitatives, financières, n'améliorent pas forcément les choses et que, on doit trouver une autre forme, et puis d'une autre forme d'installation des médecins, se libérer de de l'installation libérale Mhm. avec le paiement à l'acte, avec les dépassements d'honoraires de beaucoup de spécialistes maintenant, qui est vraiment une inégalité d'accès aux soins terrible parce que voilà, là, je peux en parler. Je viens de me faire opérer de la cataracte. Vu les dépassements d'honoraires, je comprends qu'il y a que une partie de la population, ben, tant pis, elle ne va pas se faire opérer. Mhm. C'est inimaginable. Voilà. Donc, il y a ça. Ensuite, de quoi je voulais te parler? Les études de médecine aussi. Les études de médecine qui alors, le numerus clausus, on est au Parti communiste, on est pour la suppression du numerus clausus et du numerus apertus, puisque maintenant, c'est le numerus apertus, mais il y a quand même une limitation, même si les chiffres ont sérieusement augmenté hein, ces dernières années. Mhm. Mais donc, il y a Gabriel Attal qui avait dit qu'en 2027, il faudrait il voudrait qu'il y ait 16 000 médecins, 16 000 jeunes étudiants en médecine dans les facultés. Le problème, c'est que euh, les capacités d'accueil ne sont pas en corrélation avec les capacités de formation. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants en médecine, si leur nombre vient à augmenter très, très sérieusement, il faut que ça soit accompagné d'une augmentation du nombre d'enseignants, du nombre de, Mais de lieux de, de formation, ne serait-ce que les hôpitaux généraux, les hôpitaux. Exactement. Alors voilà, de chefs de clinique, voilà, parce que Exactement. ils ont besoin d'un suivi Mhm. et de médecins seniors pour Les les encadrer. former. Mhm. Donc tout ça, c'est un tout, hein. Ça veut dire plus de place dans les universités, plus de place plus de place, de lits dans les hôpitaux. Donc on voit bien que c'est un projet global de société
et que bon, on en est loin aujourd'hui et que c'est pas la loi Garot, je pense, qui va faire que les choses vont changer énormément. Mhm. Mais bon, comme je le dis encore, hein, c'est difficile aujourd'hui d'être contre cette régulation, vu l'état sanitaire et vu le casse-tête que ça représente pour les élus qui sont confrontés, même si ce n'est pas dans leurs compétences forcément, mais qui sont confrontés à une population qui est exaspérée, hein, voilà. Oui, tout à fait. Mais Et, justement, alors est-ce qu'on peut pas passer là, on voit bien que c'est toujours pareil, on assiste à une politique de l'offre et on part pas des besoins de santé réels tels qu'ils s'expriment sur le terrain, sur le territoire. Bon, en matière d'aménagement du territoire, il y a une responsabilité d'État et on voit bien que cette responsabilité qui a pu être assumée à un moment donné, je pense en particulier à ce qu'avait fait Ralit en organisant un maillage territorial avec les hôpitaux généraux, qui ouvrait d'ailleurs des possibilités pour la jeunesse, des nouveaux lieux de formation dans hum, ces hôpitaux généraux, puisque de toute façon, il y avait aussi besoin d'avoir des jeunes autour de la structure principale, je dirais, de l'hôpital. Enfin, tout ça, on voit bien que derrière, c'est effectivement un choix politique qui est posé et un choix de société. Alors après, la question, c'est est-ce que, enfin, on voit bien, par exemple, qu'il y a plein de municipalités qui commencent à s'emparer de ce débat-là et qui se battent, quoi, concrètement, hum. pour obtenir, je dirais, un aménagement du territoire en matière médicale et en matière de soins qui correspondent réellement aux besoins de la population. Alors, moi, je pense quand même que la situation a bougé, qu'elle bouge aussi dans la jeunesse, c'est-à-dire que même les jeunes médecins que j'ai en formation, que j'ai pu Hum. côtoyer quand j'étais encore actif à l'université, fait qu'on sent qu'il y a un état d'esprit qui n'est pas tout à fait celui qu'on a connu dans le passé. Hein, je me rappelle d'ailleurs que les jeunes internes avaient manifesté au moment de l'avenue de Rallye à Bordeaux contre sa venue et contre le projet qui était en train de se mettre en place dans le pays. Hein. Donc, il y a toujours eu, je dirais, une peur du Oui, changement, y compris chez les jeunes, quoi. C'est pas forcément la jeunesse, pas toujours porteuse, je dirais, de valeurs de transformation. Mais bon, voilà. Donc, comment toi tu vis les choses? Bon, tu nous as un petit peu bien décrite la situation, les besoins, les difficultés. Comment se comportent, je dirais, les fonctionnaires médecins? Parce que je dirais, il y a quand même un corps médical très ancré et qui a l'habitude du salariat, hum. c'est les médecins hospitalo-universitaires pour les CHU, et puis c'est les médecins hospitaliers dans les structures publiques. Il y a donc, je dirais, une pratique du salariat qui est quand même quelque chose de relativement partagé dans le monde médical. Comment ça réagit par rapport à ça? Alors, en fait, je pense que il y a, alors, je ne côtoie pas les nouveaux jeunes internes et nouveaux chefs de clinique. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a quand même euh, un- comment dire, une façon de voir les choses différente suivant les générations, il me semble, hein. C'est vrai qu'on a des médecins hospitalo-universitaires, des chefs de clinique, des chefs de service qui sont d'une génération où effectivement le salariat, enfin l'hôpital et le service public sont pour eux quelque chose d'essentiel pour la santé dans notre pays. Mais alors, les jeunes. Moi, pour le peu que j'en ai eu, euh, en fait, on voit, mais ils sont un petit peu attirés, les jeunes médecins aujourd'hui, et sont un peu attirés par le mirage du, du privé, Mhm. lucratif, les cliniques qui les attirent par des salaires, évidemment, qui sont mirobolants par rapport à ce qu'ils peuvent toucher. Donc, je veux dire, aujourd'hui, il faut être vraiment... Mais bon, il y en a, hein, je ne dis pas que c'est la majorité hein, des Mhm. médecins. Mais c'est vrai qu'il y a cette sirène un peu libérale qui dit, venez travailler chez nous. En fait, vos conditions de travail et de salaire seront beaucoup plus alléchantes.
Alors, et là aussi, dessus, nous, on demande qu'en fait, il y ait une régulation sur les salaires des médecins entre le public et le privé, parce Mhm. que c'est pas normal. Et forcément, ça va attirer, Et les conditions de travail aussi. Les conditions de travail à l'hôpital public, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne reconnaissent plus leur métier, pourquoi ils se sont engagés dans les études de médecine vu les conditions de travail, même pas forcément la rémunération, mais Mhm. aussi voilà, la globalité de ce qu'on leur demande aujourd'hui à l'hôpital et qui du coup baissent les bras, ils s'en vont dans le privé qui n'est pas mieux, mais dans le privé, là aussi on demande le partage la permanence des soins parce que c'est vrai que dans le privé, un jeune médecin n'aura pas de garde à faire suivant la spécialité où il va exercer. Voilà, il aura un salaire qui est multiplié par deux ou trois. Donc voilà, je veux dire, ça peut être difficile pour certains de s'y soustraire, hein, de résister. Mais bon, voilà, donc je pense que... Mais il y a quand même une partie euh, des jeunes médecins qui ont fait médecine et qui ont fait pas pour forcément, même si, bon, vu le nombre d'années d'études, ils estiment d'avoir un salaire correct, hein, Mhm. au-dessus Mhm. peut-être de la moyenne des salaires en France, mais c'est pas forcément voilà, ils Leur ont quand même préoccupation. leur En parlant préoccupation. de la durée des études médicales, est-ce que c'est partout en Europe, la durée des études est la même? Parce que j'ai quand même le sentiment qu'en France, on a fait très fort, c'est-à-dire qu'on a augmenté régulièrement, en même temps d'ailleurs qu'on mettait en place le numerus clausus, on a aussi augmenté la durée Mm, des études, toujours avec l'idée quelque part, hein, plus ou moins avouée, de limiter la démographie médicale, de laisser effectivement, comment dire, de justifier les éventuelles rémunérations libérales à partir de ça. Et c'est vrai que, bon, personnellement aussi, j'ai vu au CHU de Bordeaux se développer à un moment donné une espèce de course à l'échalote avec la mise en place de diplômes universitaires qui, d'une certaine manière, étaient utilisés pour justifier des dépassements d'honoraires lors de l'installation dans le secteur mm, libéral. Donc tout ça, évidemment, on l'a vécu, mais est-ce que la durée des études, elle est justifiée? Voilà, est-ce que tu as des éléments là-dessus? C'est un vrai débat, à mon avis, parce que je sais qu'en Allemagne, c'est 2 fois moins long, le temps mm, d'études médicales. Par exemple, le temps de la formation d'un médecin. Or, avec en plus l'ouverture de l'Union européenne, le fait que les médecins formés en Allemagne ou les formés ailleurs peuvent s'installer en France avec des durées d'études, évidemment, qui n'ont pas tout à fait la même importance. mm. Enfin, toutes ces problématiques-là, est-ce qu'elles sont débattues un peu dans le milieu médical et quelle perspective s'en dégage, quoi. Mais toujours pareil, avec un problème, moi je trouve qu'il y a des débats qui sont déconnectés des besoins réels. Et donc la question, c'est comment, et tu as raison quand tu parles de médecine sociale, c'est-à-dire comment refaire venir sur le débat politique la demande réelle, territoriale, Mm. avec tous les aspects que ça peut avoir. Parce qu'évidemment, s'installer dans une zone de montagne, par exemple, avec une démographie peu importante, ça n'a pas tout à fait le même effet que si tu Mm. t'installes près du bassin d'Arcachon ou de la région bordelaise, quoi. Enfin, je veux dire, donc comment, enfin, il faut bien qu'à un moment donné, on restaure le rôle républicain de l'État pour favoriser l'accès à des droits. C'est quand même un droit, la santé, le droit à la Bien santé. sûr. Et puis, c'est pas qu'un un coût, c'est aussi un investissement. Quand on a une population, quel que soit son âge, qui est en bonne santé, ça a quand même plutôt des effets bénéfiques sur la vie économique, sur la vie Bien sûr. démographique, sur la vie en général, quoi. Alors, répondre à ta question, en fait, oui, à part quelques pays, comme tu as cité l'Allemagne, je ne sais pas trop le niveau le nombre d'années. Et D'accord. justement, à ce sujet, il faut que je lise
Il y a un copain qui m'a envoyé, là, il n'y a pas quelques jours, un rapport justement sur les études de médecine en Europe. Je ne l'ai pas encore lu. Mhm. Parce que justement, ils ont beaucoup de pays encore européens ont le même problème que nous. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ont le Non, même non, c'est bon. c'est bon. Problème que nous par rapport à la pénurie de Le professionnels. médecin, ouais. Mhm. Donc voilà, je ne sais pas trop si c'est attaché aussi au nombre d'années d'études. Donc voilà, là-dessus, je n'ai pas trop d'éléments à te fournir. Et justement, il faut que je lise ce rapport parce que ça m'intéressait de savoir comment ça se passait un peu ailleurs. Mhm. Mhm. Et donc voilà, et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'Union européenne, un médecin européen peut venir s'installer en France. Voilà, et on voit d'ailleurs, on voit pas mal de médecins euh, des anciens pays de l'Est qui viennent s'installer, notamment chez les spécialistes. On a une grosse pénurie aussi, on a un gros problème avec les dentistes, hein, parce que les dentistes, par contre, eux, leur nombre, le nombre, le numerus apertus pour les dentistes qui sont formés n'est lui pas revu à la hausse et ça c'est un gros problème. Et donc avec des urgences dentaires qui sont de plus en plus euh, ou de moins en moins présente dans les services hospitaliers, hein. D'ailleurs, on le voit avec Robert Piquet. Chez nous, c'est un bon machin. Il y avait des urgences dentaires qui étaient renommées, Très hein, parce efficace, que ouais. voilà. Mhm. Et bon, mais du coup, avec la fermeture enfin, de Robert Piquet, bah, du coup, il y a plus ce service-là, c'est ce service à la population qui, quand même, la population de l'Est savait que on pouvait, si on avait une rage de dents et un gros problème dentaire un dimanche, aller à Mhm. Robert Piquet, voilà. Donc toutes ces structures qui ferment ou qui sont diminuées vu le nombre. Donc là aussi, c'est un gros problème. Donc au niveau Europe, comme je te dis, T'as pas j'ai pas d'éléments, trop ok. travaillé sur ces éléments-là. On n'a pas trop travaillé non plus. Ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir un peu comment ça se passe ailleurs et de voir. Alors après, c'est vrai que le monde médical français, dans son ensemble, y compris des médecins de gauche, estime que eh ben, les médecins étrangers, qu'ils soient hors Union européenne ou de l'Union européenne, s'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas le niveau d'études qu'ont les médecins français, ils sont, qu'ils sont, Des sous-médecins. voilà. Donc là-dessus aussi, il y a un travail à faire. Bien sûr, bien sûr. Parce que, et c'est aussi ce qui fait qu'il y a une réticence par rapport aux infirmières de pratique avancée qui, voilà, les médecins, ils font ça d'un mauvais œil, on va prendre un petit peu de leur prérogative. Mhm. Bon, ça c'est un autre problème, mais c'est vrai que euh, voilà, les médecins dans leur ensemble, je te dis y compris de gauche, hein, parce que moi j'en connais personnellement très proches voilà, pas tous, hein, mais il y en a certains qui estiment que ben voilà, les médecins étrangers ne sont pas à la hauteur des médecins français. Mhm. Bon, voilà, c'est. Non, non. Et autre question, euh, comment quelle est la place de l'ordre des médecins dans cette situation et puis des ordres corporatistes hein, qui existent dans le champ médical? Est-ce qu'ils continuent à avoir le poids énorme qu'ils avaient dans le passé? Est-ce que c'est eux qui régulent en partie l'installation des médecins? Est-ce que quelle place des syndicats, par contre, de médecins salariés dans les négociations éventuelles qui peuvent avoir lieu avec l'ARS, avec le ministère de la Santé, avec la Hmm. sécurité sociale, etc., puisque la sécurité sociale reste un levier fondamental du financement de la santé en France. Comment tout ça s'articule aujourd'hui? Ah ben, le Conseil de l'ordre des médecins continue à avoir un poids énorme, hein. Un poids énorme dans les négociations, dans le suivi de la démographie médicale. En fait, si tu veux, moi personnellement, je suis opposée à tous les ordres, quels qu'ils soient.
Et, et en fait, enfin, ils sont pas forcément, ils apparaissent pas forcément euh, comme, comme les principaux acteurs, l'ordre des médecins. Mais on sait très bien qu'ils sont effectivement derrière, qu'ils ont un poids énorme aussi, y compris sur les syndicats médecins libéraux, hein. Les syndicats médecins libéraux qui sont pour la majorité, un syndicat peut-être, majorité très libéraux et de droite, hein, on peut le dire, hein, il n'y a pas de- Mhm. Et en fait, non, le Conseil national de l'ordre des médecins, en fait, moi, je ne comprends pas trop son rôle, même si je Mhm. sais qu'il est derrière, même s'il apparaît pas en première ligne, mais il est derrière toutes les négociations. Et en fait, moi, on a un camarade qui lui, pense que on doit maintenir cet ordre des médecins parce que pour lui, son argument, c'est qu'ils sont garants de l'éthique de Mhm. la profession. Alors bon, je pense que l'éthique de la profession, il y a la justice aussi, hein, qui peut être garante de l'éthique des professions, hein, quand ça dérape. Mhm. C'est pas forcément un ordre des médecins. Donc, enfin, bon, là-dessus, je pense que, je dis, il a pas, c'est, c'est pas lui qui est en première ligne. D'accord. Mais il a un poids, il continue d'avoir un poids énorme et d'avoir, bon, après il travaille, hein, il travaille sur la démographie, il travaille sur les statistiques, mais bon, moi je suis opposée à ce genre Mhm. Mhm. d'organisation. Est-ce que les usagers, enfin les usagers de la santé en général, que nous sommes tous normalement, interviennent dans les choix qui sont faits en dehors, je dirais, de leur fonction citoyenne en termes de choix électoraux et politiques? Est-ce qu'il y a des luttes qui se développent justement pour maintenir des hôpitaux, maintenir des services d'urgence, maintenir des maternités? Où est-ce qu'on en est? On sent il y a peut-être un bouger là en ce moment, notamment sur la question des maternités, alors que pendant toute une période, ça a été catastrophique. Mm. On a fermé des lieux de soins et des lieux d'accueil, notamment des mamans, qui est assez monstrueux. Oui, oui, en fait, en fait, c'est vrai qu'il y a une mobilisation citoyenne, mais c'est très local. C'est quand il y a menace, effectivement, sur un pilier d'un territoire, parce que c'est l'hôpital du territoire, même si c'est un petit hôpital, mais qui rend de grands services à la population, et si ou une maternité, hein, qui est menacée de fermer, il y a une mobilisation à l'instant, mais localement. Je veux dire, les grandes mobilisations nationales, quand il y a un appel justement à mobilisation pour plus de moyens, pour plus de, que ce soit financier, humain, elles sont pas vraiment suivies. Mhm. Euh, il y a vraiment, enfin, elles sont peu suivies, faut le constater, hein, et puis bon, le déplorer, effectivement, mais c'est vrai que, mais quand il y a menace, alors il y a des exemples, hein, à Marmande, il y a nos camarades qui ont, ça fait je sais plus combien d'années maintenant, qu'ils ont ce collectif de défense de l'hôpital de Marmande, là, qui a quand même abouti, enfin, qui a réussi à faire venir des urgentistes sur l'hôpital de Marmande. Donc, on Mhm. voit que, mais c'est sur le long terme, c'est une lutte. Ils sont tous les vendredis, quel que soit le moment de l'année, ils sont tous les vendredis devant l'hôpital de Marmande depuis de nombreuses années. Donc, je veux Mhm. dire, c'est quand même exemplaire, mais c'est pas la totalité. Après, c'est vrai que, comment dire? Je pense que c'est difficile de mobiliser sur la santé. Alors, autant il est plus facile de mobiliser sur la fermeture d'une structure. Parce que là, Mhm. effectivement, là, ça devient concret. Quand on ferme une maternité, on se dit, mais là, Mais sur tout ce qui est euh, bon, ben, désert médical, qui est dépassement d'honoraires, qui est Mhm. en fait.
la santé, c'est quelque chose quand même d'intime. Mhm. Et quand en fait, on accepte ce qu'on aimerait combattre, mais on l'accepte parce que c'est sa santé qui est en jeu à un moment. On Mhm. accepte de payer des dépassements d'honoraires. On accepte d'aller faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver un médecin ou un spécialiste parce que c'est sa vie, des fois, qui est en jeu. Donc, on passe outre ces conceptions de services publics, de services d'universalité pour tout le monde, l'accès aux soins. Et, euh, et ben voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué de mobiliser. Je dis, quand il y a effectivement une structure qui est en danger, là, il y a une mobilisation citoyenne. Mhm. Mais Mhm. sinon, pour les grandes mobilisations générales, d'appel à défendre la santé, ben, malheureusement, elles sont peu suivies, y compris par les personnels des établissements. Hein. C'est pas Mhm. forcément, d'abord parce que c'est compliqué. C'est compliqué de faire grève dans un hôpital, puisque forcément, on est assigné pour que les services continuent de tourner quand même. On ne peut pas laisser Mhm. les Mhm. patients. Donc, et voilà, donc il y a cette part d'immobilisme de la population qui est partagée entre oui, je trouve que c'est pas normal, mais quand ça me concerne, ben, j'y vais quand même, parce que voilà, je trouve que c'est compliqué pour la santé. Mais bon, voilà, après, je pense que il faut pas désespérer et que en expliquant aux gens que c'est pas normal, qu'il y a d'autres choix, que d'autres choix sont possibles, hein, que on doit arrêter de fermer les petites structures hospitalières et surtout les maternités, puisque je Mhm. crois qu'il y a un problème avec la périnatalité en France. Donc, et que ben, avec une forte mobilisation, un rapport de force important, on peut faire bouger un peu les choses. Voilà. Pendant longtemps, enfin, je dirais que les métiers de soins, en général, hein, avant que ça s'organise, je dirais en France notamment, étaient surtout, comment dire, pratiqués par des gens qui avaient, ben, on parle toujours du sens du métier d'infirmier, enfin, La il y avait vocation. derrière, voilà, une espèce de comment dire, d'engagement un peu particulier dans ce genre de profession, tourné vers les autres, tourné vers le bien-être. Est-ce qu'il y a des réflexions un petit peu sur ces démarches? Parce qu'elles sont problématiques aujourd'hui. Je veux dire que, bon, on voit par exemple de plus en plus d'infirmières partir de l'hôpital en pensant que dans le secteur privé, ça va mieux se passer, alors que Mm, les conditions deviennent de plus en plus dramatiques, notamment pour la prise en charge, les déplacements, et puis bon, le travail à domicile, c'est bien, mais ça nécessiterait mm. des moyens beaucoup plus conséquents que ceux qu'on a aujourd'hui. Quel est le rapport qu'il y a entre l'allongement du durée de la vie, le maintien à domicile, la disparition au nom de ce maintien à domicile de structures publiques de proximité, notamment les hôpitaux, mais il n'y a pas que. Enfin, voilà. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus sur, euh, comment dire, la prise en charge politique afin de ce genre de problème et de quelle manière? Est-ce qu'il n'y a que l'aspect économique qui devient dominant ou est-ce que quand même la question du choix de société, la question du mieux vivre, la question d'une société beaucoup plus accueillante, je dirais, pour toutes les Mm. générations, elle se pose? Ben, en fait, au niveau des soignants, au-delà des médecins, c'est vrai que le métier aujourd'hui ben, d'infirmière, hein, d'infirmier, le problème avec Parcoursup, c'est que ben, souvent euh, des jeunes s'engagent par défaut dans cette voie, Mhm, alors que c'est vraiment une voie, je pense, une voie d'engagement, parce que mhm, on mhm, va être au service des autres, hein, et surtout pour sécuriser leur santé, pour ou leur parcours de vie quand ils sont arrivés à perdre leur autonomie. mhm, Mais
Et en plus, les conditions, parce que bon, sur une cursus de formation d'infirmière, je crois qu'il y a 36, sur 3 ans, il y a trente six semaines ou 30 semaines de stage en- dans des structures hospitalières. Mhm. Et en fait, bah, les jeunes, quand ils arrivent et qui n'ont pas de, qui voient comment ça se passe dans les services déjà, et qui manquent d'infirmières ou d'infirmiers formateurs, parce que donc ils sont voilà, qui les pilotent. Mhm. Euh, Face à ça, ben, il y en a beaucoup je crois qu'il y a 10% hein, des élèves infirmiers qui démissionnent la première année, vu les conditions, ils ne s'attendaient pas du tout à ça, les conditions de travail. Mhm. Et ensuite, alors ça, je l'ai connu, moi déjà, juste avant de partir à la retraite, ce qui m'avait très, très étonnée. Il y a plus cette, comment dire, cette idée de service public, justement de travailler dans un service public qui est à la portée de tous et de toutes. Mhm. J'ai connu des jeunes, moi, dans mon service, qui étaient pourtant titulaires, hein, donc qui étaient, ou stagiaires, qui étaient prêts à être titularisés, partir de l'hôpital public pour d'autres horizons, hein, Mhm. pas forcément dans une clinique ou en établissement privé, mais pour d'autres horizons. Ils n'avaient plus cet attachement justement à se dire je suis content, je suis fier de servir, de travailler au service de tous et de toutes. Et ça aussi, je pense que ce n'est plus dans la. Mais ça, je pense que c'est une étude sociologique un peu. Ce n'est plus dans la perspective forcément obligatoire des jeunes d'être dans le service public. Alors peut-être que justement parce qu'ils ne voient plus dans le service public forcément euh, l'attachement justement à cette notion d'être au service de toutes et de toutes, mais je pense que enfin, c'est un aspect du problème aussi. Mhm. Et après, il faut dire que tout ce qui est service à la personne, que tout ce qui est infirmière à domicile, c'est aussi les caractéristiques, c'est que c'est souvent des emplois, enfin pas pour les infirmières à domicile, mais pour les aides à domicile, c'est des emplois précaires et majoritairement féminins. Donc voilà, parce que la société estime encore que c'est du travail de femmes de Mhm. s'occuper de personnes âgées, de s'occuper de personnes qui rentrent d'un séjour d'hospitalisation et qui ont besoin de soins. Voilà, donc là aussi, il y a un problème de ce patriarcat, qu'on peut dire que par rapport à ces métiers-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je. Si, 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 mais tout à fait, parce que bon, ce sont des questions qui émergent de plus en plus et qui Hmm, posent problème, évidemment. Vivre en société, ça nécessite qu'il y ait un certain nombre de, de conceptions de la société mhm, qui fassent qu'on n'est pas un contre tous, mais qu'on est effectivement voilà. solidaire et on doit effectivement travailler et créer les conditions d'une société partagée. Mais non, non, c'est des questions effectivement tout à fait importantes. Est-ce que tu as envie, là, ça fait presque une heure hein, Hmm. qu'on échange, tu vois, le temps passe vite. Est-ce que tu as envie d'attirer notre attention sur deux ou trois aspects? Et puis peut-être aussi pour donner un peu d'espoir à ceux qui s'engagent dans des combats, que ce soit pour le maintien de services de proximité, améliorer, je dirais, la couverture médicale et tout ça. Est-ce qu'il y a quand même des luttes qui débouchent, même si c'est très parcellaire, mais des choses que tu aimerais nous faire partager pour justement montrer que d'agir, ça permet de transformer la société sans attendre le grand soir. Bah oui, là justement, enfin, j'en ai pas. Il y a des luttes.
dans différents hôpitaux en France, hein, bon, qui arrivent à, à obtenir, enfin souvent c'est des luttes catégorielles, hein, Mhm, voilà, faut se le dire aussi, hein, dans les hôpitaux, les, les, les luttes qui sont souvent mise en route parce que ben voilà, il manque d'infirmières il manque d'infirmières dans le service, il manque mhm, d'aides-soignants, il manque d'ambulanciers, mais ça va rester au niveau catégorie professionnelle. mhm, C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, hein, quand j'étais à l'hôpital, et puis ça, ça fait longtemps que c'est comme ça. Déjà, quand je travaille, j'ai toujours dit le jour où une infirmière, enfin, les infirmières feront grève pour défendre un poste d'ASH, hein, mhm, d'agence mhm. hospitalier, je dirais que c'est une grande victoire. Voilà, parce qu'un hôpital, ben, c'est pas qu'une infirmière, c'est pas qu'un médecin, c'est tout ce qu'il y a autour, hein, les femmes, les dames qui font le ménage, c'est essentiel, l'hygiène dans une chambre de patient, dans un Bien bloc sûr. opératoire. Donc voilà, je veux dire, quand ils comprendront que ben, sans les uns, sans les autres. Alors, bon, après c'est compliqué, hein, mais je veux dire, c'est souvent ça aujourd'hui dans les luttes dans les hôpitaux, et c'est ça aussi. Et puis, je pense qu'il faut que les luttes dans les hôpitaux, que les syndicats, ça aussi, moi, j'avais déjà cette réflexion quand j'étais salariée. Les syndicats doivent pas rester intramuros. Enfin, Mhm, les mobilisations doivent sortir dans la rue. Doivent sortir dans la rue, montrer à la population et appeler la population à se joindre aux mobilisations. C'est toujours pareil pour créer ce rapport de force et pour faire comprendre aux gens que ben, les soignants et les médecins, ils peuvent pas se battre tout seuls s'ils mhm. n'ont pas derrière la population qui bouge. Après, alors, je n'ai pas d'exemple concret là à te donner, mais effectivement, il y a des mouvements qui mènent à des recrutements. C'est souvent ça, des recrutements de personnel, parce que ou qui s'opposent à la fermeture d'un site, Mhm. il y a quand même des choses qui bougent, mais c'est vraiment voilà, à petite vitesse. Et je veux dire, il y a le cas de Marmande, hein, où ce collectif citoyen, vraiment, je sais que maintenant, au départ, le syndicat CGT de l'OPL de Marmande était réticent ce genre de collectif citoyen, justement. Mhm, C'était, mhm. bon, parce qu'il y avait quelques partis politiques à l'intérieur du collectif, mais bon, comme j'avais dit à la copine de la CGT de Marmande, je lui avais dit, bah, écoute, on se plaint toujours que les politiques, on ne les voit qu'au moment des élections. Là, je dis, ils sont Ils sont là. dans un collectif. Je dis, là, c'est quand même. Et je vois que bon, ça a mis du temps, mais ça a évolué, puisqu'actuellement, ils se rencontrent avec le collectif, le syndicat CGT. Donc voilà, on voit il y a cette réflexion qui a dû être longue, mais qui aboutit et qu'ensemble, ils vont peut-être pouvoir faire des choses. Et puis, ça, je te dis, ça a vraiment contribué à, à faire venir des urgentistes, à ce que l'ARS ouvre des postes d'urgentistes à l'hôpital de Barmande, alors qu'à un moment, il n'y en avait plus aucun. D'accord, Donc, on d'accord. voit que c'est la mobilisation citoyenne. Mais c'est vrai que c'est long, c'est laborieux, mais ça paye quand même. Même Ben, si... écoute, sur ces bons mots, je pense que c'est une bonne façon de terminer l'échange, enfin de terminer hmm, au moins ponctuellement. Et puis moi, ça me donne l'idée je vais inviter Pascal, hein, à venir nous parler un petit peu de son voilà, combat. Hein, tout ça à nous fait. permettra de donner un prolongement à ce qu'on vient Voilà, d'échanger. Pascal, il est en plein dedans. Il y est tous les vendredis soirs, enfin, Je sais, à part quelques exceptions, mais c'est vrai qu'il s'est vraiment tout à euh, fait. mis dans cette bataille. Voilà, et ça nous permettra peut-être de faire Hmm, partager cette expérience et d'en réfléchir un petit peu voilà, les possibles. Écoute, merci Maryse beaucoup, hein, ben de rien. cet échange. Écoute, Et je te dis à une prochaine fois, de toute façon, parce que tu nous apportes toujours des éléments et des informations et des éléments de réflexion tout à fait intéressants et utiles.